Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Un séminaire sur les violences conjugales était organisé hier à l'UNC. Il portait précisément sur la levée du secret médical. Et pour en parler, vous recevez ce matin le procureur de la République. Yves Duppas, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à vos auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir sur ce séminaire qui s'est tenu hier soir à l'UNC. Et vous me disiez en préparant cette émission qu'il a eu un grand succès puisque l'amphi 400 de l'université était plein. Tout à fait, un vrai succès pour ce séminaire, organisé avec une grande efficacité par Isabelle Chamorro et ses équipes, bien évidemment en lien avec l'État et l'ensemble du territoire. Ce séminaire qui portait donc sur la question du secret médical, qui est donc depuis la loi du 30 juillet 2020 cette loi permet donc aux professionnels de santé de signaler au parquet les cas de violence. Qu'est-ce qui a poussé le législateur à mettre en place cette loi ? Alors le législateur a eu pour objectif de responsabiliser l'ensemble des professionnels de santé par rapport à des enjeux qui sont majeurs. C'est la protection de la vie des personnes et la protection de la vie des victimes de violences conjugales. Le cadre juridique de cette loi permet donc désormais aux professionnels de signaler les cas de violence. Dans quel contexte ça se passe ? Quelle est la portée de cette disposition ? Alors, nous sommes au cœur de la relation entre le soignant et le patient. Et la loi exige finalement deux conditions. C'est d'abord que le professionnel de santé constate un danger immédiat, un danger imminent sur l'intégrité physique, mais aussi l'intégrité psychologique du patient qui est victime de violences conjugales. Et l'autre critère cumulatif, donc, c'est que ce patient ou cette patiente est dans l'impossibilité de se protéger parce qu'elle semble subir effectivement une contrainte morale, par exemple dans un contexte d'emprise. Donc c'est le ressenti du professionnel de santé par rapport à cette situation dans laquelle le patient ou la patiente a du mal à s'extraire finalement, vis-à-vis de laquelle le patient, la patiente a du mal à effectivement réagir pour se protéger. La question c'est cela, c'est cette personne majeure victime de violences conjugales qui semble être dans l'incapacité de pouvoir se protéger. Donc on parle à la fois de danger immédiat pour le patient, la patiente, et d'impossibilité, d'incapacité de réagir et de se protéger elle-même en allant, par exemple, signaler les faits ou en allant déposer plainte. On sait évidemment que la libération de la parole, c'est quelque chose de très compliqué, mais souvent, c'est le cas notamment évidemment en Nouvelle-Calédonie. Alors toute la difficulté du médecin ou du professionnel de santé, justement, ça doit être d'évaluer précisément ce qui relève d'un cas isolé ou de quelque chose de répétitif, si la victime a du mal à parler. Alors, tout l'exercice est là, avec un professionnel de santé qui doit apprécier à la fois ce risque et aussi cet état, souvent psychologique, d'une victime qui peut se situer dans l'ambivalence. Qui peut effectivement être meurtri dans sa vie au quotidien par rapport à un partenaire agressif et violent à son égard, et puis une victime qui finalement considère que la vie quotidienne c'est quand même avec lui. Donc c'est toute la difficulté. Mais la loi en tout cas a prévu cette dérogation au secret médical. Et en fait, c'est vraiment une avancée majeure, cette loi du 30 juillet 2020 par rapport à ce secret professionnel et à ce secret médical pour les personnels de santé. Alors en plus de la levée du secret médical pour les victimes de violences conjugales qui sont menacées donc, de danger immédiat, la loi prévoit d'autres dispositions dont l'objectif est d'assurer une meilleure protection des victimes. Alors, l'idée, c'est effectivement de mettre en œuvre des outils pour protéger les victimes.
Alors nous en avons quelques-uns sur le territoire. Nous avons déjà le téléphone grave danger, qui est effectivement un téléphone remis à la victime de violences conjugales, ou de harcèlement ou de menaces par le partenaire ou l'ancien partenaire de vie. Et puis nous avons le bracelet anti-rapprochement aussi. C'est un outil intéressant également. Nous avons 5 appareils, alors que nous avons 8 téléphones grave danger, qui sont d'ailleurs actuellement tous en circulation. Sur le bracelet anti-rapprochement, c'est effectivement un outil qui permet de délimiter des périmètres de circulation et d'éviter effectivement de mettre en place en tout cas des alertes dans l'hypothèse du franchissement de ce périmètre par le porteur. Il suppose souvent, bien évidemment, d'abord l'accord de la victime. Il suppose aussi le consentement du porteur, mais en matière pénale en tout cas. Si le porteur refuse le bracelet anti-rapprochement, une mesure de placement en détention provisoire en tout cas est possible. Alors, on a entendu Isabelle Chamorro dans le journal tout à l'heure présenter justement ce séminaire d'hier soir. Elle parlait notamment de la difficulté dans les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant lorsqu'une femme a accouché, où là, il semblerait qu'il y ait un cœur de cas de violence constatés. Les professionnels de santé ont relevé que sur certaines périodes de la vie, il y a des risques qui sont plus importants, et effectivement en période de grossesse, parce que le couple, bien évidemment, se situe dans une nouvelle configuration. Ces risques sont importants. Et là, ce sont des risques doubles, finalement, à la fois pour la future maman, mais aussi pour l'enfant. Nous avons, dans certaines procédures, des actes de violence qui sont commis sur des femmes enceintes, qui sont d'une violence inouïe, il faut le dire. Dans la continuité de ce séminaire s'inscrivait dans la continuité du Grenelle des violences conjugales qui avait eu lieu en 2020. Ce séminaire était d'ailleurs prévu bien plus tôt. C'est la crise Covid, la crise sanitaire qui a contraint les institutions à le reporter. Qu'est-ce que vous diriez est-ce que les choses ont avancé depuis le Grenelle des violences? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été faits? Le Grenelle a eu plusieurs effets qui me semblent majeurs. D'abord, c'est de clairement signifier à travers les médias, à travers les actions menées autour du Grenelle, que ces violences au sein du couple sont insupportables et sont totalement inadmissibles. Et que dans une société organisée, la femme, qui est quand même dans 9 cas sur 10 victime de violences conjugales, la femme est l'égale de l'homme. Et la violence n'a aucunement sa place dans la vie d'un couple. La violence n'a pas sa place non plus dans des relations entre deux personnes qui ont pu vivre une communauté de vie, même en cas de séparation. Ça, c'est très important. Deuxième impact très très fort du Grenelle, c'est la constitution d'un vrai réseau partenarial pour mutualiser les actions à la fois des institutions, des associations, des structures médicales, de la justice. Et ça, c'est effectivement ce maillage qui est très très fort, qui vraiment peut aussi enclencher une dynamique. D'abord dans la prise en charge, la qualité de l'accueil, l'accompagnement des victimes. Et puis nous réfléchissons en ce moment sur la prise en charge des auteurs de violences, avec un projet de création d'un centre d'hébergement et de suivi médico-psychologique des auteurs de violences conjugales. Donc c'est cette dynamique partenariale qui est très forte. Et puis le Grenelle, qui a été porté par Édouard Philippe, il faut le rappeler, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, le Grenelle a conduit aussi chacun
dans son secteur de compétences à s'organiser, à restructurer, à revoir ses pratiques. C'est vrai pour le parquet aussi. Et l'idée de ce signalement qui est fait par le professionnel de santé, qui doit être fait immédiatement après avoir constaté ce risque, qui est fait personnellement par le professionnel de santé, est transmis sur la boîte structurelle donc de messagerie électronique de la permanence du parquet pour être traité immédiatement, avec un accusé de réception qui est donné rapidement aux professionnels de santé signalant. Et nous sommes organisés au parquet. Par rapport aux violences conjugales, nous avons un magistrat référent qui suit et qui contrôle ces enquêtes. Nous avons mis en place un tableau trimestriel de suivi des enquêtes avec les services de police et de gendarmerie. Nous sommes à un délai d'enquête moyen de 18 jours. Bref, c'est toute cette réactivité, ce traitement beaucoup plus diligent et plus structuré qui permet effectivement de répondre à la gravité de ces faits. Vous le disiez tout à l'heure, l'amphi 400 de l'université était plein hier soir. Ça démontre sans doute qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens, d'institutions, d'associations, de professionnels qui se sentent concernés par ce fléau. Qu'est-ce que vous retenez des échanges d'hier soir ? Des échanges très, très intéressants sur ce moment, cette relation entre le professionnel de santé et le patient ou la patiente victime de violence, sur le comment faire. Et puis sur la question de l'emprise aussi, il y a eu quelques questions sur effectivement les difficultés d'agir quand nous sommes face à une victime qui est dans l'ambivalence et puis dans une situation très difficile qui l'amène au silence. Yves Dupas, procureur de la République, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.